Alors ça, effectivement, c'est le vrai casse-tête. C'est-à-dire, quand c'est un film ou quand c'est de l'interprétariat oral, c'est ça, en vidéo, il y en a du temps, on rallonge ou on se sert. Mais en manga, il y a une case on n'est censé pas retoucher beaucoup, ou en tout cas, et s'il y a une case, inversement, s'il y a une case, on est obligé de mettre quelque chose, même si on pense que le dessin il parle tout seul et qu'en français, on pourrait très bien se passer de mots. Et ça c'est vraiment l'angoisse du traducteur, parce qu'on fait des choses en se disant « Merde, je pourrais faire mieux ». Mais l'auteur a mis un mot, donc il va falloir en mettre un, où il n'a rien mis, et je ne vais pas inventer une bulle qui n'existe pas. Ça c'est le vrai drame. Mais, comment dire, mais d'une certaine façon aussi, on y arrive toujours. On y arrive toujours, et il y a autre chose que je voudrais dire, c'est que quand on n'y arrive pas, ça veut dire que c'est à vous de le faire. C'est-à-dire, être traducteur, c'est être traducteur, mais c'est pas faire le travail du lecteur. Et le lecteur a un travail à faire dessus. Et que si, d'abord, vous le savez bien, je veux dire, un manga ou une bande dessinée, même pas traduite, je veux dire en français, qui vous explique tout et qui vous raconte, qui vous coupe les cheveux en quatre, ben, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, ce qui est amusant de lire dans une bande dessinée ou dans un roman ou dans n'importe quoi, c'est de comprendre 80% et les 20% d'hésiter et d'avoir peut-être besoin de le relire un jour. Et ben, la traduction, c'est un peu ça aussi. Il faut laisser les 20% pour que vous vous amusiez, parce que sinon, vous n'auriez pas d'intérêt à le lire. Et souvent, c'est les 20% qu'on est bien content de pouvoir vous laisser. Je voudrais donner un exemple concret de ce type de difficulté pour le public. C'est une série qui cartonne au Japon en ce moment, qui s'appelle Sento Onisan et qui va être traduite en français. Oui, pardon. Sous le titre de Les vacances de Jésus et Bouddha. Bon. C'est Jésus et Bouddha, effectivement, qui sont dans le Japon contemporain. Ils vivent, et il y a une planche, où tout se passe en seulement 3 cases. Bouddha a acheté un jean. Et il essaye le jean, il tient, c'est une ceinture élastique. Et on voit, mais pour ça il faut repérer ça sur le visage de Bouddha, on voit que ça lui pose un problème. Mais c'est entièrement visuel ça. Il a le visage fixé. Et Jésus lui dit, ah mais c'est pratique, hein, c'est pratique. Et deuxième case, et troisième case, Bouddha s'effondre en pleurant et dit j'ai encore failli, ou j'ai encore perdu, ça pourrait se traduire comme ça. Point. Tout le gag est là. Un japonais va comprendre immédiatement. C'est mon épouse qui a tiré mon attention sur cette scène-là, elle comprend. Mais un français, pour lui, si on n'ajoute pas une explication, il va se demander ce qui se passe. Il va se demander pourquoi Bouddha, ayant acheté un jean à ceinture élastique, considère qu'il a failli. Réponse, parce que le bouddhisme exige qu'on prenne la voie difficile et pas la voie facile. Ben oui. Mais traducteur, vous faites comment? 20%. Piégé. Bon, d'abord, j'ai pas lu la scène, j'ai pas lu donc je vais me défausser comme ça. Mais est-ce que... Et puis ça dépendra de la bulle. Peut-être dans J'ai failli, si la bulle est suffisamment grande, peut-être je ne traduirai pas J'ai failli, mais peut-être je traduirai le bouddhisme préfère la voie difficile. Donc tu expliques ce qui pour un japonais est immédiat. Non, j'expliquerai pas. Ce sera Bouddha qui dira, comme si c'était un proverbe, ce qui est, il me semble, comment dire, réaliste, quelque chose de possible. Mais j'ai pas dit que je ferais comme ça, hein. C'est pas moi, c'est lui qui a le contraire. Objection. Tout à l'heure, vous avez attiré l'attention à juste titre sur le rythme de lecture. Et quand vous avez évoqué les cascades de bulles, le terme de cascade est important. Parce que, là encore, c'est pas mon expérience à moi, c'est plutôt celle de mon épouse. Elle me dit, le problème, c'est que pour nous, moi je suis japonaise, et quand une situation est déclenchée, je sais comment elle va évoluer.
Pour moi, dans tel type de situation, il y a un enchaînement qui va être un enchaînement naturel pour un japonais. Et l'auteur va mettre très peu de choses. Et moi, je comprends la situation, même si les mots, il n'y en a pas beaucoup, même si les mots sont un peu tordus, même si les mots sont... etc. Parce que je le sens. Elle me dit, le plus dur, c'est d'arriver à faire sentir ça à un Français sans casser le rythme. Parce qu'elle me dit aussi, la traduction du manga, le manga, ça prend pas la tête. C'est pas fait pour se prendre la tête. Les Japonais, effectivement, ils lisent les planches. Une planche, en moyenne, ils passent 1 seconde et demie, 2 secondes dessus. Et Cascade, c'est justement ça. Ils s'arrêtent pas, ils lisent pas, en fait, une planche de manga. C'est souvent, ils la balayent du regard. Et par conséquent, si on fait ce que tu viens de proposer, à savoir qu'on remplace une sentence courte par une sentence longue, on entre dans une cascade qui est différente. Voilà, ouais. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne solution, ça veut pas dire qu'il y en a d'autres. Mais je crois qu'un des enjeux, il est là. Et l'autre enjeu, c'est les substrats culturels. Là, si vous me permettez, je vais prendre un autre exemple qui est tiré d'une série lourdement historique, Kamuiden, qui vient... chez moi. Non, c'est chez Kana, qui vient de sortir chez Kana. Kamuiden, c'est une série légendaire au Japon. Shirato Sanpei, celui qui l'a dessiné, était un militant. Et ça se passe à l'époque de Edo, et c'est extrêmement lutte des classes. C'était un marxiste pur et dur, Shirato. Et donc, il fait une série qui est très pédagogique. Il y a effectivement des gros pavés pédagogiques. Il explique, c'est beaucoup d'explications très détaillées sur la manière dont les paysans payaient leurs impôts, etc., etc. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées non plus. Dans Kamuiden, par exemple, tout est à propos de la discrimination des hors-castes. Et il ne fait pas d'explication vraiment là-dessus, parce que pour lui, c'est supposé connu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on adjoint à la fin une explication sur le système des hors-castes, qui était en fait assez compliqué, ou bien est-ce qu'on dit non, le lecteur, s'il a envie d'en savoir plus, il en saura plus. Par exemple, j'ai travaillé, pas pour Kana, mais j'ai travaillé un temps sur la traduction de Kamuiden, et j'ai été confronté au problème dès les premières pages où arrive le personnage du chef de village. Deux paysans qui sont en train de travailler sur le riz, ils disent gaffe, attention, là le chef de village. Alors, le chef de village, pour un Français, ça n'a pas de sens en soi, un chef de village, il n'a pas connu ça. Et si on veut bien comprendre la situation du chef de village qui était à l'époque coincé entre l'autorité seigneuriale et les paysans, parce que beaucoup de ce qui suit résulte de cette situation très particulière du chef de village dans le Japon du XVIIIe siècle, il faut l'expliquer quelque part. Alors évidemment, il y a la solution du glossaire, mais je crois que le traducteur, il se heurte tout le temps au fait, à ce problème de substrat culturel. Alors, est-ce qu'on laisse ça dans les 20%? Est-ce qu'on passe tout ça après, quitte à payer quelqu'un pour l'écrire, rallonger et alourdir les coûts? Est-ce qu'on fait derrière une petite explication? Est-ce qu'on se contente d'un glossaire, etc., etc. Je crois que ça, c'est un vrai casse-tête. Moi, pour renvoyer les termes au glossaire et expliquer, mais pas se contenter de traduire, mais donner une explication un petit peu lourde. J'ai une solution. Enfin, je voulais être un peu médiatrice de l'histoire de Saint Onissa, que d'ailleurs je vous recommande, c'est un super album, j'adore. Et parce que, en fait, pour dire que je pense que c'est vrai que si cette page, si c'était une seule page, peut-être j'ai failli, ça n'aurait pas suffi, peut-être il aurait fallu traduire comme tu as proposé. Donc, seulement si on prend cette page-là, peut-être la solution de Patrick est adaptée. Mais je pense que pour cet album-là, j'ai failli. Je pense que c'est très bien parce que, en fait, même, bien sûr, une japonaise, votre épouse a très bien compris. Mais en fait, non. Mais c'est pas tous les Japonais qui comprendront tout de suite. Et aussi, en fait, les Jésus et Bouddha ont chacun une personnalité, voilà, différente, mais basée donc leur culture, enfin, leur histoire, voilà, religieuse, et qui en fait qu'ils font un certain type de réflexion qui est propre à ça et qu'on ne comprend pas au début, mais même les lecteurs japonais, on ne comprend pas 100%. Et
enfin, en lisant, au fur et à mesure, on comprend qu'ils agissent par rapport à leurs principes religieux. Et là, donc, bien sûr, si on ne comprend pas d'un seul coup, je pense que c'est normal et c'est naturel. Et ce qu'il faut voir aussi, souvent, bien sûr, il y a des romans qu'on relit, mais on relit peut-être moins que les mangas. Manga, c'est quelque chose qu'on relit et relit quand on aime, on relit, d'autant plus que c'est facile à lire. Donc, il y a des choses que peut-être à la première lecture on n'a pas compris, mais la deuxième lecture on comprend et à la troisième on découvre encore autre chose. Il ne faut pas enlever ce plaisir de découvrir à la deuxième et troisième lecture. Je pense qu'il y a une sorte comme ça de stratification de la lecture qui est aussi... donc quand tu dis que c'est le travail du lecteur et c'est aussi le plaisir du lecteur, je pense. Donc vous avez le droit de rigoler à une blague 20 ans après. Voilà, n'hésitez pas. J'ai juste une petite précision sur le gag du djinn de Bouddha. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce manga, donc les vacances de Jésus et Bouddha, Bouddha est complexé, et parce qu'il est pendant toute la série, Bouddha est complexé, il l'explique dès le premier volume. Il n'est pas content que toutes les représentations de Bouddha soient à l'époque où il était le plus gras. Voilà. Et il dit pourquoi est-ce que les gens se sentent toujours obligés de me représenter à l'époque où j'étais le plus gros, le plus gras. Et Jésus lui dit bah, t'as qu'à faire un régime. Et Bouddha lui dit bah non, parce que en fait les relations presse du bouddhisme préfèrent quand je suis un peu gras parce que j'ai l'air plus bienveillant. Donc c'est mieux pour les pratiquants. Et donc en fait Bouddha est surveillé et à chaque fois que Bouddha maigrit un peu trop, donc il se fait envoyer des offrandes. Il y a des animaux qui se jettent dans le feu devant lui pour qu'il mange. Enfin, donc il est vachement embêté parce qu'il peut jamais maigrir. Et donc je pense que quand on adaptera ce gag, parce que je crois que c'est assez loin, c'est dans le volume 3 ou 4, on peut temporiser les gags, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde cette page, elle va être un petit peu abscon pour un lecteur français, mais on peut temporiser le gag, c'est-à-dire dans une page ou dans une bulle moins importante, avant que cette page arrive, on peut rappeler à quel point Bouddha est soucieux de sa silhouette, et quand il va se rendre compte que son jean est élastique, et que Jésus va lui rappeler ses pratiques, on peut changer ce que va dire Jésus. Au lieu que Jésus lui dise ses pratiques, Jésus pourra lui dire comme ça tu n'auras même pas à changer le cran de ta ceinture ou quelque chose comme ça. Et du coup Bouddha va prendre conscience que ce djinn va l'inviter à grossir encore, et donc on va comprendre pourquoi il est abattu tout simplement. Moi, ce que je trouve intéressant là, et je suis content que vous soyez amené à ce genre de sujet, c'est de toute façon ce que je voulais vous amener à faire, à dire, c'est que, bon, on l'aura tous compris, la culture française, voire européenne, supposé qu'elle existe, la culture japonaise, c'est quand même deux entités différentes. Il faut pouvoir s'adapter. Il y a des symboles qui sont différents, des choses qui peuvent être appréciées par une culture et une autre plus rapidement dans certains cas. Comment peut-on amener finalement effectivement ce genre d'information dans une version française? On l'a vu là maintenant. Soit on laisse les gens l'apprécier dans son jus, on va dire, soit on essaye de l'adapter au mieux. Il y a quand même eu déjà d'autres mangas, pour Bouddha, j'en profite pour saluer notre ami Dominique Verret ici, c'était chez Tonkam que Bouddha de Tezuka avait été publié. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont amenés dans la narration, mais est-ce qu'il y a finalement de plus grosses difficultés que d'autres dans le manga, au niveau symbole, au niveau culture, qu'il est sinon impossible, sinon difficile d'amener en français? Alors, déjà, pour parler crûment, le Japon, c'est l'autre bout de la Terre, pour nous. Hein, si on part d'un point de vue purement pragmatique, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pour les Français, le Japon, c'était des gens qui mettaient des peignoirs et qui mangeaient avec des petits bâtons. Donc c'était vraiment complètement autre chose, c'est une autre manière de vivre, une autre manière de penser. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent que le Japon, il y a encore des samouraïs par exemple, donc que les gens se baladent en kimono dans la rue. Donc forcément, le Japon, c'est un pays qui est très avancé, qui ressemble, par exemple, quand on regarde des photos de Tokyo, ça ressemble vachement à des villes occidentales, parce qu'il y a des buildings, voilà, il y a des trottoirs, il y a des voitures, c'est comme chez nous. Sauf que culturellement, c'est une île et que ça fait que 200 et quelques années qu'ils ont vraiment
un contact continu avec l'Occident. Donc à partir de là, forcément, ils ont une culture différente, ils ont une religion différente, ils ont des habitudes quotidiennes forcément différentes, et il faut s'adapter. Mais autant Bénil a été très bien adapté en français, autant il est aussi possible d'adapter les mangas pour que les gens les comprennent. Ce que les mangas véhiculent, c'est des histoires et c'est des idées. Donc même si évidemment on ne dit pas bon appétit en japonais, mais on dit autre chose, et donc il va falloir trouver un terme équivalent, et c'est pas exactement le même terme, du moment que le héros sauve le monde à la fin, qu'il ait dit bon appétit ou pas, c'est un détail, du moment que le récit reste fluide. Enfin moi c'est mon opinion d'éditeur. Après... Je vais vous prendre un exemple typique qu'on trouve dans tous les dessins animés japonais, dans les mangas. La personne arrive chez quelqu'un ou chez soi et va dire bonjour. Il est poli, non. Ah oui, c'est Tadaima. Oui, Tadaima. Voilà. Et la personne en face va répondre. Okaeli. Voilà. C'est pas toujours facile à traduire en français. C'est moi que v'là. Non mais c'est vrai qu'effectivement il y a des idiomes japonais qui n'existent pas en français, mais il y a aussi des idiomes français qui n'existent pas en japonais, donc à partir de là, il y a des moments où en français on se salue alors qu'on ne se salue pas en japonais, et vice versa, donc le problème est le même, il suffit juste d'adapter. Pour moi c'est pas un vrai problème qu'un personnage rentre chez lui en disant me voilà. Voilà, il s'annonce, voilà, il est content d'être rentré chez lui, effectivement. Mais je veux dire, direct au frigo. Quand les gens rentrent chez eux en France, je trouve pas ça naturel. Je ne trouve pas ça non naturel de les voir s'annoncer. Je sais pas moi, quand dans une famille, quand quelqu'un rentre dans la maison, au lieu de dire très formellement comme les Japonais, me voici, il va dire coucou ou je suis passé prendre des bières. Mais en général, quand les gens rentrent chez vous, notez bien la prochaine fois que quelqu'un pousse la porte de chez vous, en général, en poussant la porte, il va vous donner une information. Pas forcément me voilà, mais il va pouvoir dire je suis passé au pressing, ou qu'est-ce qui fait froid dehors. Voilà. De toute façon, les gens, quand ils poussent la porte, ils s'annoncent, mais même de manière indirecte, ils vont dire quelque chose. Donc à partir de là, il suffit de... Voilà. Si dans le manga il neige, au lieu que le personnage en poussant la porte dise « me voilà », il peut dire « quelle tempête » ou « ça caille ». Voilà, donc... Ça sonne déjà plus japonais, ça. Oui, effectivement. Alors, je sais pas ce qu'en pense, mais je vais vous donner un autre exemple aussi, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai revu un excellent film de Mamoru Hosoda qui s'appelle Summer Wars. Je ne l'avais vu qu'en version originale sous-titrée, et là je l'ai vu en français, et j'ai vu quelque chose qui m'a assez marqué, c'est-à-dire qu'à un moment, la famille se tourne vers l'aïeul et lui dit « mais enfin, tu as béni cette union », et il y avait ce geste comme ça. Il me semble que ça a une particularité au Japon concernant le fait que l'aïeul ou le chef de famille dise « bon bah voilà, je ne sais pas si c'est de l'adoubement ou quoi », il me semble que ça avait une signification particulière ou précise qui échappe peut-être à la traduction française. Il n'y a pas des petites choses comme ça, des petites particularités qui... Non, bon, je me trompe, voilà. Il faut voir la scène, moi je l'ai pas. On va se limiter à Sakai. Non, mais je crois que là, ce qui était dit, c'était important. C'est-à-dire que ça suffit de considérer la traduction comme un problème de langage. On ne traduit pas du langage, on traduit des œuvres, on traduit des histoires, on traduit des textes, on traduit des dialogues, on traduit des choses que les gens disent. Alors, c'est ça qui est important. Ce qui est le statut de l'onomatopée dans la grammaire japonaise, c'est très bien. J'ai beaucoup apprécié ce que M. Natsume disait dans mes vidéos, mais c'est une satisfaction intellectuelle. Mais moi, ce qui m'intéresse quand je traduis un texte, et ce que j'espère intéresse le lecteur quand il le lit, c'est que l'histoire marche. L'histoire fait vibrer, ou l'histoire fait rire, ou l'histoire fait pleurer, ou l'histoire fait ce qu'elle est censée faire. Peut-être pas 100% correctement. C'est-à-dire que c'est pas non plus gênant, comme l'a dit très bien M. Kurokawa, c'est-à-dire, même si en France, on ne dit pas « me voilà » quand on entre à la maison, si j'ai pas trouvé Sakai ce jour-là, j'aurais
peut-être mis me voilà, et c'est pas un problème. C'est pas un problème. Du moment que dans l'histoire, c'est pas incohérent, c'est pas complètement aberrant, vous êtes capable, lecteur, de l'apprécier, de comprendre que je suis pas c'est pas un auteur français que je suis en train de lire, donc effectivement, s'il dit me voilà quand je rentre chez moi, j'ai pas besoin de lui dire mais c'est comme ça que tu parles de chez toi. Bon. Voilà. Donc à la fois il faut que ça soit fluide et on n'est pas non plus gêné quand de temps en temps il y a un petit accro qui vient rappeler que de toute façon on est bien en train de lire de la traduction et qu'on est dans un rapport étranger par rapport à ce que vous lisez. Tout va bien. Et si je peux revenir au sujet de nos méthodes de travail, il y a quelque chose qui est très appréciable chez certains éditeurs, les éditeurs avec lesquels je travaille par exemple, c'est que c'est quand vous avez la petite stagiaire du bureau qui vous appelle et qui vous dit page 43, la case là, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? J'ai pas compris. Là, vous savez que vous pouvez mieux faire. Et même si, je veux dire, je vais pas lui sortir mais c'est comme ça. Je ne vais pas lui sortir que mais grammaticalement c'est ça qu'il dit. Si elle n'a pas compris l'histoire, d'abord ça veut dire qu'elle l'a lu, je devrais la remercier d'avoir fait son boulot. Deuxièmement, si elle n'a pas très bien compris ou si elle hésite sur le sens, ça veut dire que c'est moi qui ai quelque chose à faire mieux. Et je crois que c'est toujours ça qui est important, c'est qu'on parle des histoires, qu'on parle du contenu des textes et pas qu'on parle de la culture japonaise ou de l'histoire ou des choses qui sont intéressantes en elles-mêmes de façon abstraite, mais quand on est sur une histoire, c'est de l'histoire qu'on veut parler. Est-ce que...